Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage de ma bibliothèque de biologie, Embryologie médicale de John Langman des éditions Masson. Voilà l'ouvrage Embryologie médicale John Langman. Il s'agit d'un abrégé de biologie médicale, donc traitant le développement humain normal et pathologique. John Langman est professeur d'anatomie à l'université de Virginie, Charlottesville, et ancien professeur d'anatomie à l'université McGill à Montréal. Cet ouvrage est préfacé par le professeur Henry Touchman Duplessis et traduit de l'anglais par le docteur Robert Pagé. Voilà la préface de l'ouvrage. Voilà l'introduction à la 3e édition de cet ouvrage. Voilà les différentes parties. La première partie, embryologie générale, donc la gamétogénèse, de l'ovulation à l'implantation de l'œuf, formation du disque embryonnaire didermique, formation du disque embryonnaire tridermique, différenciation des feuillets et délimitation de l'embryon, développement du fœtus, développement des membranes fœtales et du placenta, malformation congénitale et leur cause. Deuxième partie, embryologie spéciale, squelette et ossification, système musculaire, système urogénital, système cardiovasculaire, tube digestif et dérivés, cellules coelomiques et mésos, système nerveux central, œil et oreille, ainsi que la face, le nez et le palais, et enfin, le chapitre 19, le système tégumentaire. Voilà donc la première partie traitant l'embryologie générale, la gamétogénèse, les modifications chromosomiques au cours de la maturation des cellules germinales. Voilà, une représentation schématique des différents stades de la première division de la maturation. Voilà le karyotype d'une cellule humaine normale et les divisions de maturation normale. Aussi la non-différenciation au cours de la première division méiotique et la non-disjonction au cours de la deuxième division méiotique. La différenciation des cellules germinales primordiales, les follicules primordiales, maturation de l'ovocyte, schématique ici de la spermatogénèse chez l'homme. Voilà donc les stades leptotène de la méiose, zygotène et pachytène de la prophase de la première division méiotique. Ici la spermiogénèse, un schéma montrant les principaux stades de transformation de la spermatide en spermatozoïde chez l'homme. Ici, coupe transversale d'un cordon testiculaire du nouveau-né, montrant des cellules germinales primordiales et les cellules de soutien entourées de la membrane basale. Voilà l'anomalie des gamètes, l'ovocyte trinucléi, follicule primordial contenu de ovocytes. Ici de l'ovulation à l'implantation de l'œuf, la première semaine du développement. Quelques anomalies de la fécondation comme la superfétation, la superfécondation et la parthénogénèse, l'anomalie du zygote et l'anomalie de siège de l'implantation. Voilà donc ici, pénétration de la corona radiata, pénétration de la zone pellucide ou bien de la membrane pellucide. Alors la pénétration de la corona radiata exige bien sûr, nécessite une enzyme qui est bien sûr l'hyaluronidase. Ici la pénétration, comme on a dit, de la membrane pellucide, pénétration de la membrane cellulaire, la segmentation, voilà, le stade de 2 blastomères, le stade de 4 blastomères et le stade morula, formation du blastocyste, voilà, photographie d'une morula humaine à 32 cellules, obtenue par culture in vitro à la 32e heure, représentation schématique d'une coupe de blastocytes humains, voilà, représentation schématique des événements au cours de la première semaine du développement humain, modification de la muqueuse utérine, ici en fonction du cycle ovarien, modification de l'endomètre et les anomalies de développement.
Voilà, ici, photographie d'une pièce opératoire de grossesse tubaire de l'embryon de 2 mois. Et la trompe est rompue ici et l'embryon est prêt à s'échapper par la brèche tubulaire. Voilà, ici la formation du disque embryonnaire didermique, la 2e semaine du développement. Le développement normal ici. 13e jour du développement. Anomalie du développement ici. Et la formation du disque embryonnaire tridermique, 3e semaine du développement. Donc développement normal, disque embryonnaire tridermique. Développement bien sûr ultérieur du trophoblaste, vélocité choriale définitive, coccitro-trophoblastique et pédicule embryonnaire. Voilà. Donc, cet ouvrage contient donc des schémas très intéressants et très illustratifs des différentes phases du développement embryonnaire. Voilà ici, schéma de la face dorsale d'un embryon de 18 jours et le développement ultérieur du trophoblaste. Ici donc diagramme montrant un embryon au stade pré-zomitique, le trophoblaste à la fin du 3e semaine, et coupe d'un œuf humain de 18 jours. Chapitre 5, différenciation des feuillets et délimitation de l'embryon. Les dérivés de l'ectoblaste, le système nerveux central, le système nerveux périphérique, l'épithélium sensitif de l'oreille, du nez et de l'œil, l'épiderme éphanéraire, les glandes mammaires, l'antéhypophyse, les glandes sous-cutanées et l'émail des dents. Pour les dérivés du mésoblaste, on trouve les tissus conjonctifs, les cartilages et les os, deuxième muscle strié et muscle lisse, cœur et vaisseaux, cellules sanguines et lymphatiques, les reins et les gonades et leurs conduits excréteurs, le péricarde, le plèvre, péritoine, la rate et les glandes cortico-médullo-surrénales. Les dérivés de l'endoblaste, l'épithélium du revêtement du tube digestif et des voies respiratoires, les parenchymes amygdaliens et thyroïdiens, parathyroïdiens, le thymus, le foie et les pancréas, l'épithélium du revêtement de la vessie et de l'urètre, et l'épithélium de revêtement de l'oreille moyenne et de la trompe d'Eustache. L'aspect extérieur de l'embryon au 2e mois, apparition des bourgeons des membres, la face, des oreilles, du nez et des yeux. Voilà les schémas illustratifs. Voilà photographie d'un embryon au stade 12 et 13 somites, c'est-à-dire environ de 23 jours. Les étapes successives du développement du somite. Somatéopleur et splancnopleur. Coupe transversale schématique à différents stades du développement de l'embryon. Aspect extérieur de l'embryon au 2e mois. Ici donc vue latérale d'un embryon humain de 28 somites. Voilà âge de l'embryon et longueur vertex coccyx. Ici dessin schématique d'un embryon humain de 5 semaines vu de côté gauche. Photographie d'un embryon à la fin de la 5e semaine. Ici le chorion a été ouvert et on peut voir l'embryon dans la cavité amniotique. Photographie d'un embryon humain. Schéma d'un embryon de 7 semaines vu du côté gauche. Photographie d'un embryon humain de 7 semaines toujours. Photographie d'un embryon entre la 7e et la 8e semaine. Chapitre 6, développement du fœtus, du 3e au 10e mois du développement. Voilà. Photographie d'un fœtus de 9 semaines. Photographie d'un fœtus de 12 semaines. Schéma montrant la taille par rapport au reste du corps, la taille de la tête par rapport au reste du corps. 3e mois, 5e mois et à la naissance. Photographie d'un fœtus de 18 semaines relié à son placenta par le cordon ombilical.
Photographie d'un fœtus de 7 mois. Ce fœtus était probablement viable. Développement des membranes fœtales et du placenta. Structure du placenta, la septa maternelle, le cotylédon, les circulations placentaires, la physiologie du placenta, l'amnios et le cordon ombilical et les membranes fœtales chez les jumeaux, dits zygotes, les jumeaux monozygotes et les monstres doubles. Voilà, photographie d'un embryon de 6 semaines. Les rapports des membranes fœtales avec la paroi utérine. Structure des villosités à différents stades du développement. Photographie d'un fœtus de 19 semaines dans sa position naturelle, dans la cavité utérine. Et photographie d'un fœtus de 23 semaines dans l'utérus. Ici donc la circulation placentaire, physiologie du placenta, amnios et cordon ombilical. Diagramme schématique montrant les rapports possibles des membranes fœtales chez les jumeaux monozygotes, les malformations congénitales et leur cause. Donc la fréquence, l'étiologie des malformations, les facteurs exogènes, les agents infectieux comme la rubéole, les cytomégalovirus ainsi que le virus de l'herpès, la grippe asiatique, le virus écho, la varicelle, la poliomyélite, l'hépatite virale, la rougeole et les oreillons. Donc, tous donc sont des causes de les malformations congénitales. Donc la toxoplasmose, la syphilis aussi, et les radiations, donc les effets tératogènes des rayons X, des rayons gamma, ainsi que les radiations particulières comme les rayons bêta, alpha et les neutrons. Les agents chimiques, comme par exemple la thalidomide, donc impliquée dans l'amylie et la phocomélie, aussi donc l'aminoptérine et la quinine, la LSD, lysergique acide d'éthylamide, les hormones comme les oestrogènes de synthèse, cortisone, la diabète maternel et les carences nutritionnelles, les hypoxies, les facteurs chimiques exogènes, ainsi que les facteurs chromosomiques et génétiques, comme la trisomie 21, donc l'anomalie des autosomes. Voilà ici, photographie d'enfants trisomiques, syndrome caractérisé par un visage plat élargi, des fentes palpébérales obliques, un épicanthus, lèvres inférieures épaisses, élargissement de la paume de la main avec pli palmaire médiane, et les enfants trisomiques présentent fréquemment une arriération mentale et des anomalies cardiaques. Aussi la trisomie 17-18, voilà une photographie d'un enfant présentant une trisomie 18, les trisomies 13 et 15, voilà des photographies des enfants présentant une telle trisomie. Et aussi ce syndrome est accompagné d'une polydactylie. Anomalie chromosomique et avortement, anomalie des chromosomes sexuels, comme le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner et le syndrome triple X. Voilà ici, syndrome de Turner. Les principales caractéristiques sont bien sûr le ptérygium coli, la petite taille, l'élargissement du thorax et l'absence de maturation sexuelle. Les anomalies des gamètes, l'hérédité autosomique dominante, l'hérédité liée au sexe, récessif et les cas sporadiques. Considération générale sur les agents tératogènes, voilà, dépendant du génotype, agissant sur le métabolisme cellulaire. La deuxième partie, donc l'embryologie spéciale, l'ossification et le squelette. Donc crâne du nouveau-né vu de dessus et par sa face latérale droite. Diagramme montrant les différents éléments concourant à la formation de la base du crâne et de chondrocrâne. Voilà. Ici la colonne vertébrale et les malformations congénitales. Ici une photographie d'un enfant présentant une importante encéphalocèle avec large déhiscence osseuse dans le frontal, ainsi que pour la figure B, donc une méningocèle occipale. Donc ces deux malades ont été opérés avec succès
par le docteur Jane, département de neurochirurgie de l'Université de Virginie. Voilà ici, photographie d'un enfant présentant une scaphocéphalie par fermeture prématurée de la suture sagittale. Ici, la maladie de Crouzon. Voilà donc. Les structures sagittales et coronales donc sont fermées à la naissance. La fontanelle antérieure se ferme rapidement. Donc hypertellorisme, hypoplasie maxillaire, implantation basse des oreilles. Ici, photographie d'un enfant présentant bien sûr une amélie unilatérale ainsi qu'un enfant phocomèle ici, une phocomélie. Photographie d'une syndactylie ici. Système musculaire donc du chapitre 10. Représentation schématique des dermatomes chez l'embryon humain. Système urogénital. Développement normal, donc le néphrotome, le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros. Le vessie et l'urètre, la vessie plutôt que l'urètre. Les malformations congénitales, les reins polykystiques, l'agnésie rénale, urètre double, l'ectopie pelvienne du rein et du rein en fer à cheval, l'appareil génital. Les voies génitales, masculines et féminines. La migration du testicule et les malformations congénitales. Voilà ici, syndrome de Turner. Malade présentant une testicule féminisant, ici. Cas de pseudo-hermaphrodisme femelle dû à une virilisation par hyperplasie surrénale, bien sûr syndrome surrénogénital. Ici, organes génitaux externes, bien sûr, montrant la fusion de grandes lèvres et l'hypertrophie clitoridienne. C'est le pseudo-hermaphrodisme mâle. L'hypospadias, ici voilà l'hypospadias. Dessin d'un épispadias associé à une extrophie viscérale et hernie inguinale congénitale. Chapitre 12, le système cardiovasculaire, développement cardiaque donc normal, formation des vaisseaux sanguins, la mise en place du tube cardiaque, cloisonnement du cœur et formation de valvules cardiaques. Voilà les vaisseaux sanguins extra-embryonnaires et les vaisseaux sanguins intra-embryonnaires, formation et mise en place du tube cardiaque, inflexion du tube cardiaque ici, développement du sinus veineux, cloisonnement du cœur, cloisonnement des ventricules, schéma représentant le développement des bourrelets aortico-pulmonaires et la fermeture de l'orifice interventriculaire, formation des valvules cardiaques. Voilà, les valvules semi-lunaires. Si les anomalies du développement cardiaque, donc du septum intra-auriculaire, du canal atrioventriculaire, du septum interventriculaire, du tronc et du cône artériel, des valvules semi-lunaires et l'anomalie de la position du cœur, la dextrocardie, l'ectopie cardiaque. Ici donc les causes d'anomalie de développement cardiaque, les causes exogènes, les facteurs génétiques et les malformations expérimentales. Voilà. L'anomalie des valvules semi-lunaires, l'anomalie de position du cœur. Bien sûr, toujours chaque chapitre donc a une très riche bibliographie. Système artériel, l'arc aortique, les artères vitellines et ombilicales, la coarctation de l'aorte, voilà, le système veineux, développement normal, les veines pulmonaires et les anomalies du retour veineux, les modifications circulatoires de la naissance, circulation fœtale,
modification à la naissance, obturation des artères ombilicales. Voilà. Ici, schéma de la circulation fœtale. Les flèches indiquent le sens du courant sanguin. Ici, le schéma de la circulation après la naissance. L'obturation des veines ombilicales et du canal veineux d'Arontius et la fermeture du canal artériaire ainsi que la fermeture du foramen ovale. Chapitre 13, donc le tube digestif et ses dérivés. Voilà, coupe sagittale schématique d'embryon à différents stades du développement pour montrer donc les effets de la plicature céphalocaudale de l'embryon sur la disposition des cavités dérivant de l'ontoblaste. Ici donc l'intestin pharyngien, donc développement normal, des arcs bronchiaux, des poches bronchiales endoblastiques, des poches bronchiales ectoblastiques, plancher du pharynx et l'appareil respiratoire. Aussi les malformations congénitales, les kystes latéraux du cou, kystes bronchiaux, le syndrome du premier arc, les kystes et les fistules du tractus thyreoglosse, les fistules ostro-trachéales et atrésie de l'œsophage et les anomalies des poumons. Voilà. Premier arc bronchial ici. Les poches bronchiales endoblastiques. Les poches bronchiales ectoblastiques, plancher du pharynx. Voilà, le corps thyroïde ici. Il apparaît à la 3e semaine du développement sous forme d'une prolifération épithéliale de plancher de l'intestin pharyngien entre le tuberculum impar et copula. Ici l'appareil respiratoire, donc la trachée, les bronches et les poumons. Les malformations congénitales, donc les kystes latéraux du cou, kystes bronchiaux. Voilà, photographie d'un enfant présentant un kyste latéral du cou d'origine bronchiale. Photographie d'un malade présentant un kyste du tractus thyreoglosse. Partie caudale de l'instinct antérieur. Yeux de l'homme, foie et vésicule biliaire. Pancréas, malformation congénitale. Sténose du pylore. Atrésie de la vésicule et des voies biliaires et le pancréas annulaire ainsi que le tissu pancréatique hétérotopique. Si l'intestin moyen, voilà, les malformations congénitales, le diverticule du Meckel et les fistules omphalomésentriques, entérokystome, voilà ici une omphalocèle, défaut de réintégration des anses intestinales. Les anses donc herniées sont entourées d'un sac membraneux, comme vous voyez ici, formé par l'amnios. La photographie ici d'un nouveau-né présentant une omphalocèle. Ici, l'absence de rotation de l'anse intestinale primitive. Un schéma montrant une portion d'iléum. Ici, les duplications du type digestif. Schéma d'un segment de duodénum. L'intestin postérieur, développement normal. Et là, les malformations congénitales, donc l'imperforation anale et l'atrésie rectale. Voilà l'imperforation anale. Et voilà les fistules recto-vaginales associées à une atrésie rectale. Ici le chapitre 14, cavité cœlomique et mésos, l'hernie diaphragmatique et le queucome et côlon mobile, ici pour les malformations congénitales. Voilà. Ici le mésos et la formation de mésentère ventrale, mésentère dorsale, arrière cavité des épiplons ou bourses épiploïques, mésodiodonome dorsal et les malformations congénitales. Ici les hernies diaphragmatiques. Voilà, les hernies diaphragmatiques congénitales. Chapitre 15, système nerveux central. La moelle épinière. Ici donc dessin d'une coupe transversale de la paroi d'un tube neural à un stade un peu plus avancé. Lame fondamentale, lame alaire étroit et plancher. L'histogénèse, donc les cellules nerveuses ici. Apolaires, neuroblastes bipolaires et neuroblastes multipolaires. Les cellules de la névroglie, bien les glioblastes,
les cellules oligodendrogliales, les cellules de la crête neurale, voilà, les modifications topographiques de la moelle, les malformations congénitales ici, photographie d'une volumineuse méningocèle recouverte de la peau, donc une anomalie assez fréquente. Ici, une photographie d'une importante myéloméningocèle à recouvrement membraneux. Voilà ici, photographie d'un enfant présentant un rachis. Oui, voilà. C'est donc le cerveau. Myocéphale, métencéphale. Les lèvres rhombiques. Le cervelet. Voilà, coupe sagittale passant par le doigt du métencéphale montrant le développement du cervelet. Ici, le mésencéphale. Voilà, diagramme montrant la situation et la différenciation de la lame fondamentale et de la lame claire dans le mésencéphale à différents stades du développement. Le diencéphale, c'est le doigt et l'épiphyse. Le thalamus et l'hypothalamus. Voilà, coupe sagittale passant par la région céphalique d'un embryon à 6 semaines, montrant l'approche de Ratzke, diverticule dorsal de la cavité buccale et de l'infundibulum, épaississement du plancher de diencéphale. Et coupe sagittale passant par l'hypophyse au cours du développement à la 11e, à la 6e semaine. Le téléencéphale, c'est les hémisphères cérébraux. Voilà, face médiale de la moitié droite de la prosencéphale chez un embryon de 6 semaines. Et coupe transversale schématique du prosencéphale au niveau représenté en pointillé, bien sûr, sur la figure A. Voilà. Schéma représentant le développement de circonvolution et des scissures sur la face latérale de l'hémisphère cérébral à 7 mois et à 9 mois. Développement du cortex. Ici, les malformations congénitales, les méningocèles et les méningo-encéphalocèles et les méningo-hydroencéphalocèles. Voilà ici, schéma des différents types des hernies cérébrales dues à des ossifications défectueuses de la voûte crânienne. Ici, l'anencéphalie. Voilà ici une photographie de malade présentant une méningocèle. Il s'agit donc d'une malformation assez fréquente, curable chirurgicalement. La figure B représente donc un enfant présentant une méningo-hydroencéphalocèle. Ici, photographie d'un enfant anencéphale vu de face. Cette anomalie est relativement fréquente. Habituellement, l'enfant meurt quelques heures après la naissance. Ici, l'hydrocéphalie, donc c'est l'accumulation anormale du liquide cérébrospinal dans les cavités ventriculaires. Facteurs exogènes et chromosomiques des malformations ici. Le système nerveux autonome, système nerveux sympathique, parasympathique. Chapitre 16, donc l'œil, la rétine, l'iris et le corps cellulaire. Schématique des différentes couches de la rétine optique, bien sûr, chez un fœtus de 25 semaines. Ici, développement de l'iris et du corps ciliaire, choroïde, sclérotique et cornée, le cristallin, le nerf optique, transformation du pédicule optique, ici en nerf optique, et les malformations congénitales, le colobome irien, la persistance de la membrane pupillaire, la microphthalmie, l'anophtalmie, les cyclopies, les cataractes congénitales. Chapitre 17 donc traite l'oreille interne, externe et moyenne, ainsi que les malformations congénitales. C'est le développement normal de l'oreille interne, vésicule optique, les saccules et les cochlées et les organes de Corti, les utricules et les canaux semi-circulaires. Ici donc représentation schématique du développement des canaux semi-circulaires à l'extrémité distale de l'utricule. Ici le développement de l'oreille moyenne, la caisse de tympan et la trompe d'Eustache, les osselets, et l'oreille externe, le conduit auditif externe, le tympan, ainsi que le pavillon. Les malformations congénitales, donc la surdité congénitale.
Ici la face, le nez et le palais. Développement normal ainsi que les malformations congénitales. Voilà, les malformations congénitales, le bec de lièvre et les divisions palatines. Voilà ici des photographies d'un bec de lièvre incomplet pour la figure A, B d'un bec de lièvre bilatéral et C d'une division palatine isolée. Voilà. Fissure oblique de la face, macrostomie et microstomie, ici fissure faciale oblique, bec de lièvre bilatéral, macrostomie unilatérale et bec de lièvre médiane. Les facteurs exogènes comme la cortisone par exemple. Voilà le dernier chapitre, le système tégumentaire, donc la peau, l'épiderme et le derme, les poils, les glandes mammaires et les dents. Voilà donc le derme, différenciation des poils. Ici les coupes des glandes mammaires au 3e et 8e mois du développement. Ici donc le développement des dents. Et une riche bibliographie comme toujours avec un index alphabétique. Nous arrivons à la fin de cet ouvrage de 455 pages. Merci de votre attention et attendez-nous dans une autre vidéo.